moi, je suis de la famille de Jean Moulin. Voilà. Oui, mais Jean Moulin, c'est un homme qui a fait l'unité de son pays, de l'extrême droite à l'extrême gauche. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Tout le monde était représenté dans la résistance française. Et il a fait ça pour défendre son pays. Voilà. je comprends Moi, tout je à fait suis votre dans point de cette vue. lignée-là. Non, mais je comprends tout à fait votre Et point de donc, vue. oui. Mais vous comprenez bien que quand George Bush a été élu, les Français ont voté Sarkozy pour suivre George Bush, et quand Obama a été élu, les Français ont voté François Hollande pour suivre Obama, finalement. Et donc, ils ont anticipé, par habituation, que Macron représentait Hillary Clinton, mais les Américains ont fait volte-face avec Trump. Il y a quand même une habituation des Français, suite à la soumission après la Seconde Guerre mondiale, de la France aux États-Unis, quand même. On le voit par le fait que les politiciens français sont systématiquement débauchés par les groupes américains. Et on peut même des personnages, Oui. même Nicolas Dupont-Aignan a même été fait partie, c'est Pierre Hillard qui le dénonçait à un moment donné, même Nicolas Dupont-Aignan faisait partie des dirigeants, futurs dirigeants potentiels français débauchés par les Américains ou accompagnés par les instituts américains. Ça, vous le savez pertinemment. Bien sûr. Je sais aussi qu'il s'est amendé depuis, mais bon. D'accord. Ok, oui, oui. Non, mais je critique pas si Nicolas Dupont-Aignan. Je critique pas Nicolas Dupont-Aignan qui a eu des positions courageuses à maintes reprises, même si c'est pas toujours parfait. Mais c'était pour aborder ce sujet-là que vous connaissez bien et vous permettre de développer un peu. euh, tous les responsables politiques français, quand ils ont une certaine envergure, sont abordés par un représentant des États-Unis d'Amérique qui leur propose de travailler pour eux. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et ceci va, encore une fois, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Les États-Unis ne sont pas regardants. Ils vont même payer des dirigeants communistes. Tout le monde est convaincu de ça. Personnellement, j'ai été abordé par un envoyé de Condoleezza Rice, qui était à l'époque secrétaire d'État. Beaucoup d'hommes politiques français ont certainement été contactés de la même manière, avec certainement des prix différents, mais certains ont accepté, ça c'est une évidence. Et je peux même vous dire que je pense que dans chacun des grands partis politiques français, il y a au moins une personne comme ça. Moi, quand j'étais au Parti radical de gauche, il y avait une personne au sein du comité directeur qui était comme ça. J'en suis absolument convaincu. Je sais qui c'était. D'accord. Donc il y a une pression, un chantage aussi exercé. Ce n'est pas une approche saine, ce sont des menaces et un chantage, finalement. Moi c'était un chantage, hein, ça c'était très clair. Mais vous savez, je ne suis pas venu ici en Syrie par hasard. Oui, mais pour certains, il n'y a pas de chantage. Pour certains, on leur propose de l'argent, ils acceptent. On voit que Macron a quand même une forte implication. On le voit avec BlackRock et ce que vous disiez. Donc ça ne vient pas par hasard. C'est une influence américaine certaine qui joue sur, même inconsciemment, sur les positionnements des gens qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont été soumis aux Américains. Je pense que c'est ça qui explique probablement aussi une grande partie de l'élection de Macron. C'est quelque chose qui a trait à de l'inconscient et de quelque chose de subliminal, peut-être. Vous ne pensez pas? C'est sûrement subliminal, mais il est temps de se défaire de ça. Donc, se demander qu'est-ce qui vous fait agir comme ça. Il faut en être conscient de cette influence. Les Français n'ont jamais pu avoir de politique indépendante. Ça a toujours, de plus en plus, hein, depuis 1945, ça a toujours été sous influence extérieure. On n'a pas eu tous les dirigeants qui avaient des velléités, comme De Gaulle, par exemple, qui n'étaient pas parfaits, mais tous les gens qui avaient des velléités de rester typiquement français se sont fait virer ou étaient éliminés. Oui, sur De Gaulle, moi j'insiste sur quelque chose parce que personne ne semble avoir intérêt ça en France. Oui. Pour De Gaulle, pour moi, ce qui en fait un grand homme,
c'est qu'il était destiné à être autre chose que ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un qui a été capable de comprendre que spontanément, il allait commettre des erreurs et de décider de changer la direction de ce qu'il faisait. Il avait été le dauphin de Philippe Pétain et il s'est retourné contre Philippe Pétain et il est devenu le chef de la France libre. Par la suite, en 57-58, il a été choisi par les États-Unis pour maintenir l'Algérie française, alors que les socialistes étaient complètement incapables de faire ça. Donc les États-Unis ont organisé ce que normalement on appelle un coup d'État, parce qu'on a fait voter l'Assemblée nationale entourée par les parachutistes, donc c'est quand même bien un coup d'État. Il a été imposé par les États-Unis avec cette mission d'empêcher l'Algérie de devenir indépendante et de passer dans le camp soviétique. Il a, au départ, les premiers mois, continué la politique de répression de la résistance algérienne, et puis très vite, il s'est rendu compte que c'était absurde. Et il a décidé de changer. Et donc, il a décidé de reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Les États-Unis se sont immédiatement retournés contre lui. Vous savez que la CIA a financé une quarantaine de tentatives d'assassinat contre lui qui ont été opérées par l'OAS. L'OAS, c'était entièrement une organisation devenue imaginée par les États-Unis. Et lui n'a rien dit à ce moment-là. Et entre 1961 et 1966, il s'est appliqué à prendre le contrôle de tous les éléments qui étaient passés sous domination US. Donc de reprendre le contrôle des armées et de la police. C'est quelque chose de, moi je trouve, de tout à fait phénoménal d'avoir réussi à faire ça. Et en 1966, tout d'un coup, il est apparu à la télévision, il a dit « Merci beaucoup les États-Unis, mais l'OTAN n'a plus besoin de nous ici à Paris, le siège de l'OTAN était à Paris, et vous avez 15 jours pour quitter le territoire. » Alors, Après de l'expulsion de l'OTAN jusqu'en mai 68, il est allé mener partout dans le monde des opérations contre les États-Unis. Je peux vous répondre très vite par rapport à ça. Je connais une partie de ce que vous dites parce qu'en travaillant sur l'assassinat de Kennedy, la CIA qui a essayé d'assassiner De Gaulle, ce sont les mêmes réseaux qui se sont retournés contre Kennedy. Hein. Et il faut le savoir, c'est qu'ils ont utilisé l'expérience des gens de l'OAS dans la tentative d'assassinat sur De Gaulle contre Kennedy. Il faut le savoir parce que en travaillant, si vous voulez, une tentative d'assassinat sur De Gaulle en 1962 a été déjouée par les services français. Elle avait été mise en place par la CIA depuis la Suisse et depuis l'Italie. Hein, et était impliqué dedans le général Mortimer Bloomfield, je ne sais pas si vous connaissez, un marchand d'armes juif canadien qui était un proche des cercles de Ben Gourion et de Churchill. Et il était couplé à Cléchot, qui était un officier de la CIA et qui était chargé de la planification financière dans l'assassinat de Gaulle. Les Français les ont virés d'Italie et de Rome et on retrouve ces deux personnages impliqués dans les filières d'exfiltration et de... Vous connaissez Jim Garrison, probablement, dans l'assassinat de Kennedy, vous en avez entendu parler. Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, avait mis la seule personne qui a été poursuivie dans l'assassinat de Kennedy, c'est Cléchot. Cet officier qui vient aussi des cercles de Churchill au départ pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai produit un travail dessus. J'ai fait une interview sur le sujet avec le groupe Lyndon-LaRouche, où on parvient aux mêmes conclusions. C'est que les mêmes qui ont essayé d'assassiner De Gaulle et qui faisaient partie de la CIA et dont vous venez de parler, on les retrouve après contre Kennedy pour des raisons d'anticommunisme. Puisque Kennedy avait des accords en fait avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide s'il était réélu. Il était en train de se désengager du Vietnam
et c'était perçu par la CIA comme une atteinte à leurs prérogatives. Et donc, ils ont utilisé l'expérience des types de l'OAS qui avaient essayé de tuer De Gaulle dans une partie des assassins de l'assassinat de Kennedy. Et c'est une partie du travail que j'expose sur mon site. Donc, je connais cette partie-là, mais je ne connaissais pas la partie où De Gaulle a été missionné par les Américains pour laisser l'Algérie française. Parce que moi, il y a des documents qui prouvaient que les Anglais et les Américains finançaient en fournissant des armes aux indépendantistes algériens. J'ai, moi, un document militaire que j'ai eu où ils ont arrêté un avion sous fausse bannière qui était piloté par un Britannique et qui fournissait des armes aux indépendantistes algériens. Donc je sais que les Américains et les Anglais se sont retournés contre De Gaulle en fournissant des armes aux indépendantistes algériens contre la France. Ça, je le sais parce que j'ai les documents. C'était l'histoire du Niemen quelque chose. Mais je ne connaissais pas la partie où vous disiez que De Gaulle était poussé par les Américains pour garder l'Algérie française. Ça, je ne le savais pas. L'opération Résurrection. Mais ce que je voulais dire, c'est que la France n'a été vraiment indépendante que de 66 à 68. Cette période-là, 3 ans, c'est pas beaucoup. Et c'est quand même la période où De Gaulle a rapatrié l'or français à ce moment-là, juste avant que ça soit capté par les accords de Bretton Woods et la convertibilité de l'or-dollar en... Non, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que De Gaulle a rapatrié l'or français. Je ne sais pas. Parce que ça peut vous intéresser. De Gaulle est un des seuls dirigeants en Europe qui a rapatrié l'or français du côté américain avant que tout l'or des autres ait été capté par cette histoire des accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods sont en 71, donc ça doit être un peu plus tard. Mais ça doit vous intéresser, c'est que Sarkozy, en 2004, quand il était ministre de l'économie de Jacques Chirac, il a revendu cet or pour une bouchée de pain aux Américains en se prétendant l'héritier de Gaulle. Il faut le savoir quand même. Alors quand vous disiez qu'il a été formé par un type de la CIA, ça prend sens. Oui, oui. Ça, c'est un... Oui, oui. Mais ça, ce sont des faits. Hein. Nicolas Sarkozy, en 2004, a revendu l'or que De Gaulle avait rapatrié des États-Unis. Il l'a revendu aux Américains pour une bouchée de pain, sous un prétexte un peu fallacieux. C'était sous Jacques Chirac. Et il s'était présenté comme l'héritier de Gaulle, quand même. C'est quand même, il manque pas de toupet, quoi. Je pense que ce que l'on aime chez De Gaulle, c'est ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le retournement qu'il a eu contre Pétain et le retournement qu'il a eu sur la question algérienne. C'est ça qui en fait un grand homme. Aujourd'hui, on idolâtre tout ce qu'il dit et on ne voit pas qu'au début de sa vie, c'était vraiment un sale type. Hein. C'est quelqu'un qui a changé. Et il a changé le pays en même temps qu'il s'est changé lui-même. D'accord. Et donc, ce que vous reprochez peut-être aux dirigeants politiques aujourd'hui, c'est l'incapacité de changer, comme De Gaulle a changé. Absolument. Je vois, je comprends votre... Ce sont des gens prédéterminés, ce sont des machines, ce ne sont pas des humains, ils ne sont pas capables d'évoluer. Ouais, c'est le fruit de la soumission de la France aux États-Unis, finalement. Alors que De Gaulle était un personnage qui a été à l'opposé à un moment donné. Oui, mais je pense que c'est d'abord la question de la médiocrité des gens aujourd'hui, des responsables politiques aujourd'hui, par rapport à ce qu'a été un homme politique comme Charles de Gaulle, qui vient d'un milieu d'extrême droite, antisémite, la pire des choses, et qui devient ce républicain à la fin. C'est incroyable ce parcours. D'accord, je vois votre point de vue. Ok. Et vous savez, si vous lisez les lettres échangées entre Charles de Gaulle et Philippe Pétain, moi, les premières fois que je les ai vues, j'ai cru que c'était des faux, tellement c'est répugnant à lire, en fait. D'accord. Vous n'aimez pas du tout Pétain. C'est pourtant le même homme. Vous ne voyez pas de qualité à Pétain, vous n'aimez pas du tout Pétain, en fait. Ah non, ça, j'aime pas du tout Pétain. Non, j'aime pas du tout. Quelles sont les caractéristiques de Pétain, justement, que vous n'appréciez pas? Parce que bon, moi, je ne suis pas un érudit, donc je ne connais pas très bien la question.
qu'est-ce qu'il y a chez Pétain de problématique, de majeur dans le... C'était un vrai fasciste, lui. Un vrai fasciste. Et d'ailleurs, bah, c'est-à-dire que avant la Seconde Guerre mondiale, alors il n'y a pas de preuve matérielle de ça, mais il n'y a aucune autre explication des documents que l'on a que celle que je vais vous donner. Normalement, le complot de la cagoule aurait dû aboutir à la prise de pouvoir par le maréchal Pétain sur la Troisième République. Voilà. Normalement, ça aurait dû être ça. Vous savez que le complot de la cagoule, c'est un complot gigantesque. Hein. Il y a eu des milliers de gens qui ont été... on a préparé une armée. Il y avait déjà toutes les armes et les uniformes, tout était prêt. Et tout avait été fourni par l'Allemagne nazie, avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne connais pas, je ne suis pas un érudit sur certains points. Moi, je me suis spécialisé sur l'assassinat de Kennedy, si vous voulez, et sur l'écologie, qui est le produit dérivé de tout ça. Mais je ne connais pas un peu l'histoire comme ça dont vous parlez. Donc, l'histoire de la cagoule, qu'est-ce que c'est, pour le dire simplement? Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, les fascistes s'installaient un peu partout en Europe et Pétain préparait un coup d'État en France. Alors, la police a découvert une cache d'armes et d'uniformes. C'est incroyable tout ce qu'on a trouvé à ce moment-là. C'était énorme, ce complot. Énorme. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a assassiné Mandel, et en fait, les différents ministres qui ont découvert ce complot et qui ont lutté contre ce complot ont tous été assassinés pendant la guerre. Donc, vous dites que c'est le régime de Pétain qui est responsable de ces morts, finalement, pour étouffer l'affaire. Non, ce n'est pas le régime, non. Ce que je dis, c'est que Philippe Pétain lui-même avait l'intention de prendre le pouvoir avant l'invasion allemande. Si vous voulez, il est arrivé au pouvoir à la faveur de l'invasion, mais s'il n'y avait pas eu d'invasion, il aurait pris le pouvoir quand même. C'est ça que je vous dis. Ah oui, d'accord, parce que ça, par contre, j'avais entendu des versions, il y a d'autres versions qui existent en disant qu'effectivement Pétain a été, par hasard, est devenu ce qu'il est, il est arrivé à la tête de l'État français sur les circonstances, finalement. Il était porté par les circonstances, ce qui lui a permis de ne pas expliquer son programme. Et son programme, il était très clair, c'était qu'il voulait instaurer un État vraiment fasciste. Et à la place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré une dictature administrative. Le régime de Philippe Pétain n'était pas vraiment fasciste, mais c'était quand même une dictature. Oui, d'accord. Et ce qu'on reproche finalement à Pétain, c'est la déportation d'une partie des Juifs non français, finalement. Mais ce qui revient dans les accusations contre Pétain, souvent c'est ça. Mais à part... je ne veux pas donner l'impression de minorer ce crime-là. Mais ce crime-là, c'est très secondaire par rapport, me semble-t-il, au projet de Philippe Pétain. D'accord. Donc, vous dites qu'il y a des aspects chez Pétain qui sont beaucoup plus condamnables que cette partie-là de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, ça m'intéresse parce que moi, je ne sais pas, en général, on dit de Pétain que c'était un homme qui voulait restaurer les valeurs, la tradition, et qui a après sombré dans certaines dérives suite au chantage un peu de la pression d'Adolf Hitler et des nazis. Qu'est-ce que vous reprocheriez à Pétain dans le fond de sa pensée, de son idéologie, finalement? D'abord, d'avoir comme projet
d'être au service de l'Allemagne nazie. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette valeur? C'est un antipatriote. Alors qu'il avait quand même un passé de Première Guerre mondiale qui montrait qu'il n'était pas spécialement accommodant avec les Allemands au départ, non? D'accord, mais la femme, ça, c'est le même culte que celui des nazis. D'accord, ok. Et vous savez, il était très très ami avec le général Franco, il avait été ambassadeur à Madrid, Oui, et quand il était à Madrid, il ne se cachait pas de vouloir rendre le pouvoir en France par la force. d'accord. Mais qu'est-ce qui terrorise tant les gens sur cet aspect fasciste en général? Qu'est-ce que vous reprocheriez directement? Parce que moi, je fais partie d'aucun groupe, mais au départ, moi, comment dire, j'observe la société française. J'ai une culture un peu différente puisque je viens d'un pays. Mes parents sont des immigrés qui viennent d'un autre pays au départ, donc je découvre un peu la culture française, même si je suis né en France. Je ne connais pas, moi, ces antagonismes, mais je vois que les gens sont terrorisés dès qu'on parle de Pétain, de Franco. Ils ont plus la capacité de rester raisonnés par rapport à Adolf Hitler. Moi, excusez-moi, hein, quand je regarde l'histoire, j'apprécie pas plus Pétain, Hitler que Churchill et Roosevelt ou Staline. Hein. Pour moi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, hein, pour être honnête. Bah, écoutez, moi j'ai quelques critères. D'abord, il y a des gens qui ont cherché à servir l'intérêt de leur pays, de la population de leur pays, et pas d'autres. Deuxièmement, il y a des gens qui ont considéré que tous les hommes étaient égaux, et il y en a d'autres qui ont considéré qu'il y avait une hiérarchie, il y avait des gens qui valaient plus la peine que d'autres. Et troisièmement, certains ont défendu les libertés individuelles et d'autres n'en avaient rien à faire. Donc je pense que c'est des personnes très différentes que vous avez citées là. Bah, écoutez, oui, je comprends votre point de vue, mais après, moi, vous voyez, moi, je m'entends avec tout le monde. Je fais des interviews. Vous voyez, Harley Schlanger est un juif américain d'origine qui est issu de l'Europe de l'Est au niveau immigrationnel. Il fait partie du groupe Larouche. Il a un point de vue. Moi, j'interviewe tout le monde et je n'ai pas de problème. Moi, personnellement, je vois la Seconde Guerre mondiale comme une planification intentionnelle d'une passation de pouvoir entre l'Angleterre économique et les États-Unis économiques au détriment de l'Europe. Et je pense que pour moi, hein, la manière dont ça s'est mis en place a été totalement pensée et planifiée depuis l'Angleterre et les États-Unis contre l'Europe. Et je pense que si les Américains ont financé les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la toute fin et ont fait assumer aux Russes l'impact des nazis, c'était pour amoindrir, si vous voulez, affaiblir le plus des concurrents pour pouvoir prendre ensuite l'hégémonie économique. Ça, c'est ce que mon travail me permet de comprendre. Donc, c'est vrai que... Je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Parce que déjà, je ne pense pas que les États-Unis aient planifié la Seconde Guerre mondiale telle qu'elle a eu lieu. Ce qu'ils avaient planifié, c'était de soutenir l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique. Ça, c'est très clair. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont rentrés en fait en guerre tout à fait à la fin 41, début 42. Et encore, ils sont arrivés à la toute fin, en 44, à vraiment intervenir. Parce que vous parlez du Pacifique quand vous parlez du 41-42. Mais oui. On parle pas de Pacifique. Oui. On parle pas de 44. Moi, je pense qu'ils sont intervenus pour empêcher. Oui, je pense que moi, c'est les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale pour moi, et les Américains sont intervenus à la toute fin pour les empêcher d'empocher le gâteau. Ça ne fait aucun doute. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La première préoccupation des États-Unis, ça n'était pas contre l'Allemagne nazie, c'était contre l'Union soviétique. C'est très clair, ça. Parce que... Donc, ils se sont alliés avec les soviétiques à un moment donné, mais
en réalité, quand on regarde sur la plus longue période, la guerre froide qui a suivi, c'est clair que pour eux, la période 42-45, c'est une parenthèse dans la guerre qu'ils ont livrée sur une longue période à l'Union soviétique. Oui. Oui, d'accord. Bah oui. Mais vous ne voyez pas une planification intentionnelle de... D'accord. Non, mais je pense qu'ils ont été entraînés dans la guerre mondiale, qu'ils n'avaient pas prévu d'aller se battre en Europe comme ça. Parce que Ensuite, ouais. Oui. Parce que vous savez quand même que beaucoup de gens aux États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre, mais que Roosevelt a été quand même le principal comment dire, propagandiste de cette guerre. Et vous parliez du Pacifique, ça ressemble quand même, cette histoire de Pearl Harbor, à un 11 septembre en amont. Hein. Tout à fait, oui, dans la mesure où il est attesté, prouvé, ça a même été prouvé devant les tribunaux aux États-Unis, que l'état-major US, alors on n'a pas prouvé pour le président, mais on a prouvé pour l'état-major qui avait connaissance à l'avance de l'attaque japonaise. Ouais. Oui. Bah, même qu'ils l'ont provoqué, hein. On peut aller jusque-là aussi. Hein. Et là, c'est surtout ça, moi, que j'ai découvert. Non, je veux dire, les États-Unis ont fait un blocus autour du Japon qui a contraint le Japon à intervenir contre eux. On peut le dire de cette manière, qu'ils les ont forcés, mais enfin, ils auraient pu agir différemment. Et donc, vous disiez, le second point, c'était quoi? Parce que le second point, c'est pareil, je pense que les Britanniques n'avaient pas pensé que les nazis les attaqueraient. Ah oui, d'accord. Ça, ils n'avaient pas pensé à ça. Puisque ce sont les Britanniques qui ont fait échec à toutes les tentatives de l'Union soviétique de faire un barrage au nazisme. Alors, les Français aussi, puisque il y a eu je cherche son nom à l'instant, mais un ministre français a conclu un accord de paix, de coopération avec l'Allemagne nazie. Puis après, il y a eu les accords de Munich qui encouragent l'Allemagne à continuer sa progression dans tous les territoires où il y a des gens qui parlent l'allemand et lui donne une partie de la Tchéquie. Donc, les Britanniques encourageaient l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique. Avant de se retourner contre... Parce qu'ils ont encensé Adolf Hitler avant de se retourner contre lui. Juste une parenthèse. Est-ce que vous avez une coupure d'électricité chez vous? Tout est noir derrière? Tout est noir derrière, oui. Alors, j'ai un peu... Je peux allumer ici, j'ai ça, si vous voulez, mais j'ai pas plus. Non, vous embêtez mais ça pas. va revenir dans quelques minutes. Voilà. Mais je vais devoir vous laisser, là, je crois. Je suis en train de me rendre compte. Vous embêtez pas à mettre la lumière, parce que l'image est vraiment complètement dégradée, donc de toute façon, ça ne fait rien. Ouais. Bon, c'était encore une fois de plus passionnant, c'était très intéressant. Je vais travailler donc au montage, je vais essayer de rendre une version peaufinée, et puis je la mettrai en ligne très rapidement dans la soirée, si j'ai le temps de le faire, ou demain. Et encore une fois de plus, merci infiniment de m'avoir accordé du temps. Les auditeurs vont être ravis parce qu'on a abordé tout un tas de sujets très intéressants. Est-ce que ce sont des sujets qu'on ne vous autorise pas à aborder en général, ce qu'on fait au cours de nos interviews, ou c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire? Uniquement avec des médias non français. Ah d'accord. Mais voilà, les Français ne s'intéressent pas du tout à ce que je vous ai raconté. Ils ne veulent pas le savoir. Je peux vous dire qu'il y a quand même quelques-uns de mes abonnés, puis j'ai quand même quelques milliers d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui suivent avec attention ce que vous dites et qui vous adressent quotidiennement des messages de soutien. Voilà. J'en suis convaincu.
Moi, je parlais du fait que ça n'intéressait pas les journalistes. Je n'ai pas dit que ça n'intéressait pas le public. Ah d'accord, ah oui, oui, ça c'est vrai. Hein. Mais ça, on ne peut pas attendre des journalistes autre chose. Hein, en fonction, ils sont en fonction du pouvoir, si vous voulez. Donc là, il n'y a pas d'illusion à se faire, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci pour votre temps. Je mets ça en ligne très vite et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis on aura probablement l'occasion de reparler. Bon, j'espère que on est toujours en train de faire des interviews par rapport à des choses qui sont négatives, parce que malheureusement le contexte n'est pas positif. J'espère quand même que le contexte un jour changera et qu'on pourra parler d'autre chose que des mauvaises, des mauvaises tendances humaines. Quoi. Voilà. J'espère aussi. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite Alors, une bonne soirée. Oui, merci encore et une bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci.